Oui, alors j'ai le grand plaisir de présenter Pierre Guillard, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui. Il va faire sa conférence d'une lointaine galaxie, allez, d'Andromède aujourd'hui. Bonjour Pierre. Pierre est un très brillant enseignant-chercheur à Sorbonne Université et à l'Institut d'astrophysique de Paris. Il a obtenu son doctorat en 2009 sur l'hydrogène moléculaire dans l'évolution des galaxies, et cette thèse a été soutenue à l'Institut d'astrophysique spatiale, l'IAS, à l'Université d'Orsay, Paris-Sud. Il est parti ensuite effectuer son postdoc au Spitzer Science Center au Caltech, où il a étudié l'impact des vents galactiques sur le gaz moléculaire et la formation stellaire. Enfin, après un second postdoc à l'IAS, il a intégré l'IAP donc en 2015, et ses sujets de recherche sont très nombreux. Alors, par exemple, il a étudié l'efficacité de la formation des étoiles et des galaxies, étudié la physique du gaz dans le contexte extragalactique et cosmologique, ou encore le rôle de la turbulence et de l'environnement cosmologique dans la formation des structures. Bref, il travaille sur énormément de sujets, et il est aussi très impliqué dans des projets instrumentaux comme Euclide et le James Webb Télescope, et c'est sur ce sujet qu'il va faire sa conférence cet après-midi. Donc Pierre, si tu es en ligne, on va te laisser la parole. Le télescope James Webb, un hypersensible dans l'espace. Est-ce que tu es là? Allô? Ah ben voilà, parfait. Tu as la parole. Oui, merci beaucoup Elisabeth. Merci à tous. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien la présentation. J'espère aussi que les petits films que je vais vous présenter vont bien passer. Merci à tous. C'est la première fois que je fais une conférence grand public depuis mon canapé. Donc voilà, les temps changent. Désolé de ne pas pouvoir être dans l'IAP, dans l'amphithéâtre de l'IAP, mais bon, le cœur y est. Je vais vous parler donc de la nouvelle mission phare de la NASA, le James Webb Space Telescope. Alors j'ai intitulé cette présentation Un hypersensible dans l'espace, parce que je vais essayer de vous montrer que ce télescope va probablement révolutionner notre vue de l'univers, que ce soit depuis la caractérisation des exoplanètes jusqu'à l'univers lointain, essentiellement parce qu'il va pouvoir détecter des objets beaucoup plus faibles et détecter par exemple des molécules à des flux beaucoup plus faibles que ce qu'on pouvait voir avant avec les précédentes générations de télescopes. Alors, sur ce premier transparent, vous voyez cette image impressionnante. Hein. La première chose qui frappe avec ce projet, c'est un télescope gigantesque. C'est le plus grand télescope astronomique que l'on va envoyer dans l'espace. Donc, c'est une première chose. Vous voyez que ce télescope, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, mais ce télescope a une taille à peu près d'un terrain de tennis, fait à peu près une dizaine de mètres de haut. Le miroir fait 6,50 mètres de diamètre. Et vous voyez que pour faire tenir ça dans une fusée Ariane 5 qui va lancer ce télescope, eh bien, il va falloir plier ce télescope en quatre. Alors, plus qu'en quatre, il y a à peu près une quarantaine en fait, de mécanismes mobiles sur ce télescope, ce qui rend son développement, son design et sa conception extrêmement difficile. Et en fait, pendant cette conférence, je vais vous donner les dernières nouvelles, où on en est dans ce projet, et puis ce que l'on va faire avec. Donc, vous allez voir beaucoup d'images parce que je vais vous montrer ce qu'il reste à accomplir, et puis les challenges des premières observations que l'on va analyser. Alors ça, c'est une vue du télescope tel qu'il était un petit peu avant cet été, à Los Angeles, dans un centre de test qui est chargé, donc c'est à Redondo Beach, c'est à côté de Los Angeles, en face d'un spot de surf assez célèbre. Donc on peut travailler sur le télescope et puis pendant la pause du midi aller surfer, c'est assez sympa. Alors vous voyez que ce télescope
Là, il était en phase de test et je vais vous montrer pourquoi on parle de ce télescope avec toujours le mot retard. C'est un peu un télescope fantôme, comme certains disent, puisque le lancement était attendu en 2016, puis en 2018, puis maintenant repoussé probablement fin 2021. Donc, c'est un télescope qui est en test en ce moment et qui devrait être lancé dans l'espace. Et je vais vous expliquer tout ça au cours de cette conférence. Alors, on ne peut pas parler de James Webb sans parler de son prédécesseur, enfin celui que l'on présente comme son prédécesseur, le télescope Hubble, que tout le monde, je pense, connaît. La plus grande différence avec Hubble, c'est d'abord la taille de James Webb, qui est beaucoup plus grande, le télescope qui est beaucoup plus grand que Hubble. Hubble faisait 2 mètres de diamètre, son miroir faisait 2 mètres de diamètre, et James Webb en fait 6,50 mètres. Donc en fait, c'est une surface collectrice de lumière beaucoup plus grande, 25 mètres carrés pour Hubble et quelques mètres carrés, 25 mètres carrés pour James Webb et quelques mètres carrés pour Spitzer, pour Hubble. Et donc, ce qui va rendre James Webb beaucoup plus sensible que Hubble. Je vais vous détailler ça par la suite. Alors, c'est 30 ans d'histoire, puisqu'en fait, la naissance du projet James Webb remonte au lancement d'Hubble dans les années 90. Dès qu'on a lancé Hubble, en fait, le directeur du Space Science Institute à Baltimore, qui était en charge des opérations du télescope Hubble, eh bien, a chargé les astronomes et les ingénieurs de designer un nouveau télescope qui faisait 8 mètres à l'époque, qui s'appelait le Next Generation Space Telescope, NGST, et qui devait travailler dans l'infrarouge. Donc ça, c'est la deuxième grande différence par rapport à Hubble, c'est que James Webb va regarder une partie du spectre électromagnétique qui est insensible à nos yeux. Nous voyons dans le domaine, notre œil voit dans le domaine visible d'une longueur d'onde de 400 à 800 nanomètres à peu près. Donc du violet vers la couleur rouge. Lui, James Webb, va essentiellement travailler dans l'infrarouge et je vais vous montrer ce que ça représente et ce que ça veut dire regarder l'univers dans l'infrarouge et les intérêts scientifiques qui en découlent. Donc c'est 30 ans d'histoire, le développement de James Webb, c'est à peu près 30 ans, c'est le temps qu'il faut pour designer, développer, tester, préparer une mission spatiale d'astrophysique. Alors voilà quelques chiffres sur ce télescope qui est absolument spectaculaire. Donc j'ai déjà évoqué sa taille. Sa caractéristique, comme je l'ai dit, c'est qu'il va regarder le rayonnement infrarouge. Donc derrière le télescope, il y a quatre instruments qui travaillent dans l'infrarouge que je vais vous montrer par la suite. Et puis derrière derrière ces feuilles, ces 5 feuilles qui sont gigantesques, qui font la taille d'un terrain de tennis, je vais vous montrer à quoi sert ce parasol. Ce parasol, en fait, sert à bloquer le rayonnement du soleil parce que, comme on observe dans l'infrarouge, on est extrêmement sensible à la chaleur et, en fait, on veut que le télescope soit le plus froid possible. Donc, il faut le protéger, même s'il va être très, très loin, je vais vous montrer, de la Terre et du soleil. Il faut quand même protéger le miroir et les instruments du rayonnement solaire qui risqueraient de chauffer le miroir, chauffer l'électronique, et ça, c'est extrêmement nuisible aux observations. Donc, toute l'électronique, en fait, est du côté chauffé par le soleil, et ces 5 couches très particulières que je vais vous montrer par la suite, ce que j'appelle ce parasol, eh bien, va refroidir progressivement le télescope. D'un côté de l'électronique, on pourrait presque faire bouillir de l'eau, hein, c'est à peu près 220-230 degrés Celsius, et de l'autre côté, on est à moins 80 degrés, pratiquement la température de l'azote liquide. Donc, il y a une différence de température sur ce télescope qui est incroyable. Ce télescope va être lancé dans une fusée Ariane 5, donc il va falloir plier tout ça de manière assez spectaculaire pour faire rentrer ça dans la coiffe de la fusée Ariane. Et enfin, on pense que ce télescope devrait opérer dans l'espace pendant une durée nominale de 5 ans, mais on espère que cela va durer 10 ans, voire plus.
Alors, le nom de ce télescope, James Webb, en fait, vient d'un administrateur de la NASA qui est mort en 1992, et le projet a été renommé du Next Generation Space Telescope à James Webb en son honneur. Cet administrateur, en fait, a joué un rôle clé dans le développement de l'astrophysique à la NASA et surtout dans le programme Apollo. Alors, la participation européenne à ce projet est importante, en fait. Là, j'ai essayé de vous résumer, pardon pour ce transparent en anglais, mais je vais essayer de vous le résumer. L'Europe, en fait, indiquée en rouge ici sur ce transparent, participe au lancement du télescope. Donc, en fait, l'Agence spatiale européenne fournit le lanceur Ariane 5, ainsi que certains services associés à ce lancement, et puis l'adaptation de l'intégration du télescope dans la coiffe de la fusée. Et puis l'Europe est très impliquée dans le développement et le test des instruments. Donc les instruments, ce sont les caméras, les spectroscopes qui vont analyser la lumière qui va provenir de ce télescope. Et notamment l'Europe, vous voyez que l'Europe, en rouge ici, participe à ce qu'on appelle l'observatoire, donc au développement de ces instruments, notamment le spectroscope infrarouge, NIRSPEC, sur lequel je vais revenir un petit peu, et puis l'instrument MIRI, qui est une caméra et un spectroscope qui va travailler dans l'infrarouge moyen entre 5 et 30 microns. Donc, je vais vous détailler tout ça par la suite. Et puis, l'Europe est aussi impliquée sur ce qu'on appelle le segment sol. Alors ça, c'est toute la partie non visible de l'iceberg. Là, je vais vous montrer beaucoup d'images, beaucoup de magnifiques images de ce télescope. Mais derrière, il y a énormément de personnes, plusieurs centaines de personnes qui travaillent sur les codes, l'informatique, l'électronique, l'optique, la cryogénie, etc. Tout un tas de corps de métier, et l'Europe participe activement à ce segment, ce qu'on appelle le segment sol. Et puis l'agence, donc la NASA, fournit le télescope en tant que tel, le miroir, ce parasol, une partie de l'électronique. Et puis l'agence spatiale canadienne fournit un instrument et le dispositif de guidage fin du télescope qui permet de pointer le télescope sur la source astrophysique de notre choix. Voilà. Alors, où on en est dans ce projet, je vais aller rapidement directement au statut en fait de la mission. Où on en est actuellement. Alors, les instruments, comme je l'ai expliqué, ont été développés en Europe. Ils ont été livrés il y a à peu près maintenant 10 ans, en fait, que les instruments sont prêts. Ils ont été livrés à Baltimore, donc sur la côte est, à côté de Washington, sur la côte est des États-Unis. Et puis ensuite, il y a eu toute une phase d'intégration de ces instruments à l'ensemble de l'élément optique, donc du miroir et de la structure qui va supporter ces instruments. En 2017-2018, l'ensemble a été transporté à Houston, cette fois au Texas, pour tester, je vais vous montrer tout ça par la suite, tester le télescope à froid, c'est-à-dire qu'on simule l'environnement spatial pour tester si le comportement des miroirs, la déformation des miroirs, par exemple la déformation des structures, supporte le froid qu'il règne dans l'espace. Et puis on fait le vide également, bien sûr. Donc il y a des chambres à vide et des chambres cryogéniques, des super frigos qui font des dizaines de mètres de hauteur pour tester tout ça. Donc tout ça, ça s'est passé au Texas. Et puis ensuite, fin 2018, le tout a été envoyé à Los Angeles, et maintenant le télescope il va y rester jusqu'à son voyage en bateau depuis le port de San Diego à côté de Los Angeles, en passant par le Panama pour arriver en Guyane française, là où il va être lancé. Donc en ce moment, on en est à l'étape de test à Los Angeles.
Alors là, désolé pour ce transparent extrêmement compliqué. Je ne vais pas évidemment détailler toutes les étapes de test, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre qu'en fait, ce qui prend du temps et ce qui a engendré aussi des retards sur cette mission, c'est l'ensemble des tests pour s'assurer que l'observatoire, le télescope va bien fonctionner. Donc, il y a une première colonne pour les tests environnementaux, ce qu'on appelle les tests environnementaux du télescope, c'est-à-dire est-ce que le télescope va supporter le froid dans l'espace, est-ce qu'il va supporter les vibrations qu'il va subir lors du lancement de la fusée, est-ce que le télescope va bien se déployer. Je vous avais dit que ce télescope, en fait, c'est un vrai jeu d'origami avec plus de 40 mécanismes pour déployer le télescope, donc il faut s'assurer que tout ça marche bien. Et puis une fois qu'on a déplié, replié le télescope, eh bien il faut retester à nouveau les vibrations et puis redéplier. Et donc cela prend énormément de temps. À chaque fois, par exemple, que l'on veut refroidir le télescope, eh bien c'est plusieurs mois qu'il faut pour le refroidir. Donc ça, c'est pour vous dire l'ampleur de la tâche. Alors en ce moment, le télescope a été entièrement déployé, entièrement assemblé pour la première fois, entièrement assemblé et testé. Et on vient en fait de faire les premiers tests de vibration. Donc je vais vous montrer tous ces tests par la suite. Donc ce qui est en vert ici, c'est ce que l'on a fait. Et les cases bleues, ce sont les étapes de ces tests que l'on va faire pour la première fois. Donc en fait, vous voyez qu'il reste encore beaucoup d'étapes. Ici en gris, il faut redéployer le télescope après ces nouveaux tests de vibration. Mais vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de nouvelles étapes à accomplir. Tout ce que l'on va faire comme test maintenant, ce sont des tests qui ont déjà été faits, essentiellement de déploiement et de repliement du télescope. Donc, a priori, alors je mets un grand guillemet sur ce a priori, puisque évidemment, il y a toujours des retards possibles et parce que les marges calendaires sont extrêmement serrées, mais a priori, le télescope devrait pouvoir être envoyé fin 2021 si tout va bien. Vous voyez qu'en fait, la seule case bleue dans ce schéma, c'est la préparation pour l'envoi en bateau, puisque ça, évidemment, ça n'avait jamais été fait. Donc, c'est la seule case bleue nouvelle qu'il reste à faire. Alors là, j'ai essayé de vous résumer un tout petit peu ça, déjà en français. Donc, on a déjà déployé le télescope, on a déjà déployé l'ensemble de l'observatoire, notamment ce fameux parasol dont je vous ai parlé et que je vais vous remontrer. On a fait vibrer tout ça, il reste à le redéployer et à réaliser les assemblages finaux jusqu'à l'envoi en bateau vers la Guyane. Alors ça, c'est une image montrant les tests cryogéniques, donc les tests à froid. On simule l'environnement spatial et là, vous voyez 6 des 18 miroirs qui sont en test dans une chambre cryogénique à côté de Washington, à Goddard. Vous voyez que chaque miroir est recouvert en fait d'une couche dorée, hein, c'est vraiment de l'or. Alors pas de quoi s'exciter, la couche est extrêmement fine, je pense qu'il y a à peu près 40 grammes d'or sur l'ensemble du télescope, donc pas de quoi couler un lingot. Hein, okay. Là, vous voyez l'ensemble, vous voyez que ce miroir du télescope est segmenté, donc en 18 segments hexagonaux. Vous voyez les ingénieurs qui sont suspendus à des harnais en train d'installer ces miroirs et d'enlever en fait les couches de protection de ces miroirs. Chaque miroir en fait fait à peu près 1,50 m de hauteur. Alors la grande différence aussi par rapport au télescope Hubble, Hubble était un miroir en une seule pièce, un miroir monolithique, et là vous voyez qu'en fait pour plier le télescope et pour assurer en fait la planéité du télescope sur un miroir aussi grand, il faut segmenter ce miroir. Alors la totalité des miroirs fait à peu près 750 kilos.
pour un miroir de 25 mètres carrés à peu près, et le télescope Hubble en faisait plus, en fait 800 kilos. Donc la grande différence par rapport à Hubble, c'est que ces miroirs ne sont pas en verre, ce sont des miroirs en beryllium, un matériau beaucoup plus léger, et la structure qui supporte ces miroirs est tout à fait particulière, c'est du carbure de silicium, c'est un matériau qui a des propriétés thermiques extrêmement stables et intéressantes, et qui permet d'abord de résister aux vibrations de la fusée, et puis de supporter l'ensemble de ces miroirs. Alors là, vous voyez en haut à gauche un ingénieur qui est en train en fait de d'installer un des miroirs sur cette structure dont je parlais. Il faut savoir que chaque petit miroir, chacun des 18 miroirs, peut être bougé sur 7 degrés de liberté afin d'assurer une forme quasi parfaite du télescope pour avoir une image la plus précise et la plus nette possible. Donc c'est ce qu'on appelle des actuateurs. Ce sont des vérins hydrauliques, si vous voulez, extrêmement précis, qui permettent d'ajuster ces positions de miroir à une fraction de micron près. Donc c'est quelque chose d'extrêmement précis. Et vous voyez à droite et en bas la vue du télescope tel qu'il était en 2016 à Goddard, où pour la première fois l'ensemble de ce que je vais appeler le télescope, le télescope c'est essentiellement les miroirs, et vous voyez ce miroir primaire formé des 18 hexagonaux, et vous voyez un tripode, en fait, deux grandes perches qui vont se replier et se déplier, et qui supportent le miroir secondaire qui va réfléchir la lumière et la faire rentrer au centre du miroir primaire. Vous voyez aussi à quel point le télescope est haut, il fait une dizaine de mètres en tout, les miroirs plus l'électronique confondue. Alors là, c'est une autre vision intéressante du télescope et de cette surface de télescope. Vous voyez la structure dont je parlais qui supporte ce télescope tout à fait particulier. Et en fait, au centre de ce miroir, le trou dont je parlais, où la lumière va rentrer, et la lumière va rentrer derrière le télescope pour être ensuite analysée par les instruments. Et en fait, cette cage noire, cette structure que vous voyez en dessous, eh bien, c'est cette cage qui va abriter les caméras, les spectroscopes dont je vais vous parler par la suite. Alors là, vous voyez un des frigos géants dont je vous parlais. Cette fois-là, ça se passe à Houston, au Texas, en 2018, où on met l'ensemble de ces télescopes dans ce frigo. En fait, c'est une chambre cryogénique qui a été utilisée pour tester la capsule de la mission Apollo qui a emmené les astronautes vers la Lune. Eh bien, c'est la seule capsule cryogénique, c'est la seule chambre cryogénique qui permettait d'abriter un télescope aussi grand. Et là, vous voyez que le télescope est déplié, que ces bras, ce tripode dont je vous parlais, qui supporte le petit miroir secondaire, un petit fait quand même 2 mètres, ce miroir secondaire, eh bien, vous voyez que ce tripode est déplié et que le télescope est en train d'être amené dans cette chambre cryogénique pour les tests à froid. Là, vous voyez une vue un petit peu plus resserrée du télescope qui était en train de rentrer dans la chambre cryogénique. Alors là, maintenant, on se place d'un point de vue des tests de vibration. Ça, c'est la mise au point de la cage. En fait, c'est une espèce de tente qui abrite en fait le télescope en ce moment lors des tests de vibration. Donc ça, c'est en 2017 où ce banc de vibration a été testé pour la première fois. C'est une cage gigantesque qui fait plus d'une dizaine de mètres de hauteur. Et vous voyez en bas ce carré qui va vibrer et qui va en fait mimer les vibrations que le télescope va subir pendant le lancement. Donc, je vais vous montrer des vidéos, des tests actuels de ces vibrations. Alors ça, ce sont les tests qui ont été réalisés de juin à septembre 2017, donc à Goddard, où vous allez voir en fait des tests de vibrations sinusoïdales. Alors, pour rentrer dans des détails un petit peu plus techniques, il y a plusieurs types de perturbations
mécaniques que va subir le télescope pendant le lancement, des vibrations qui sont quasi sinusoïdales, en fait, donc des oscillations à haute fréquence, et puis des perturbations acoustiques, en fait, qui sont dues aux ondes de choc qui sont propagées autour de la fusée et qui vont, en fait, résonner, si vous voulez, sur le télescope, faire des ondes de pression, des ondes acoustiques à basse fréquence. Donc, en fait, on teste ces différentes fréquences pour vérifier déjà que le télescope tient bien et que tout reste bien en place et que l'on ne perd pas de boulon. Je vais vous raconter ce qui s'est passé un petit peu lors de ces premiers tests. Alors là, vous allez voir le télescope qui vibre, en fait. Je vais couper mon son pour que vous m'entendiez, puisqu'on se moque un petit peu de la bande son, mais vous voyez que l'ensemble du miroir vibre à grande fréquence, en fait plusieurs fois par seconde, et l'amplitude de ces vibrations à peu près au sommet du télescope est de quelques centimètres. Donc c'est assez impressionnant. C'est cette structure en carbure de silicium qui va absorber ces vibrations et faire en sorte que l'on ne casse pas les miroirs et que l'on ne casse pas l'électronique. Donc c'est tout à fait impressionnant. Alors ça, c'est une vue du test de déploiement de ce parasol. Donc c'est ce qui va protéger le télescope du rayonnement solaire. Vous voyez la taille qui est gigantesque, je l'ai déjà dit, d'un terrain de tennis, il y a 5 couches. Alors c'est un matériau très particulier, ça s'appelle du Kapton. C'est un alliage, enfin c'est un polymère, en fait, c'est un polyimide, c'est un polymère à base d'imide qui fait en fait une fraction de millimètre, la moitié d'un dixième de millimètre, pardon, 0,05 mm d'épaisseur pour la première couche qui va faire face au soleil, et puis ensuite c'est un quart de dixième de millimètre pour les couches suivantes. Donc c'est un matériau extrêmement fin qui est recouvert d'une couche très fine d'aluminium. On fait un traitement de surface, on dépose de l'aluminium à la surface, et puis les faces qui sont face au soleil, pardon, la partie de ces membranes qui est face au soleil est traitée avec du silicium, parce que le silicium a des propriétés thermiques intéressantes qui permettent de renvoyer la chaleur dans la direction du soleil, en fait, et pas vers le télescope, puisqu'on veut protéger le télescope de la chaleur du soleil. Alors en fait, les modélisations montrent qu'il faut 4 couches. Pourquoi on en met 5? Tout simplement pour des raisons de sécurité. En fait, on se prend une marge pour refroidir ce télescope. Et en fait, entre chaque couche, la température du rayonnement est de plus en plus froide pour refroidir ce télescope jusqu'à moins 80 degrés à peu près pour le miroir. Et puis la 5e couche est aussi une sécurité pour ce qui pourrait endommager le télescope, comme du bombardement micrométéoritique, etc. Il y a plusieurs types de particules qui pourraient endommager ce télescope. Alors ça, c'est une vue un petit peu plus rapprochée du télescope qui montre à gauche cette membrane et la base du télescope. Vous voyez aussi à droite les panneaux solaires repliés du télescope. Donc là, on regarde le télescope en dessous et ce parasol dont je vous parlais avant est complètement replié. Donc c'est une vue assez rare du télescope où on le voit par-dessous et on voit les panneaux solaires qui vont apporter l'énergie électrique puisque l'observatoire est entièrement alimenté par panneaux solaires. Alors là, vous voyez justement, en parlant de ces panneaux solaires, un test de déploiement de ces panneaux solaires. Donc, vous voyez déjà la taille de ces panneaux solaires qui sont assez impressionnants, pratiquement la taille d'un homme, en fait, à 1,80 m jusqu'à pratiquement 6 mètres de long dépliés. C'est ce qui va alimenter le télescope en puissance électrique. C'est une des 40 structures qui va se déplier du télescope. Si ce panneau solaire ne se déplie pas, le télescope ne peut évidemment pas fonctionner. Alors c'est à peu près la puissance d'un four à micro-ondes, c'est ce qu'il faut pour réchauffer votre repas du midi. C'est à peu près 1000 watts que va consommer ce télescope.
Alors là, vous allez voir une vidéo du premier assemblage complet du télescope à Redondo Beach, donc en Californie. Ça, c'était ce qui s'est passé en août 2019, où pour la première fois, le télescope optique, donc les miroirs et la structure qui supporte ces miroirs et les instruments derrière, ont été assemblés au parasol et à l'électronique dont je vous parlais avant. Donc, vous voyez que le télescope là, que le miroir secondaire est replié. Vous voyez aussi sur le côté la manière dont se replie le miroir primaire. Et là, vous voyez une vue à l'avant de ce vaisseau. Hein, ça ressemble vraiment à un vaisseau spatial. En fait, vous voyez l'avant de cette structure qui va protéger le Soleil. Alors ça, vous voyez la structure du télescope qui a été complètement soulevée. Et puis le télescope optique va être tourné, puis amené de manière extrêmement précise, guidé vers la structure qui protège du rayonnement solaire, ce bouclier solaire. Donc vous allez voir, alors ça c'est une vue accélérée, hein, c'est un time-lapse accéléré, on bouge l'ensemble de la structure qui fait à peu près 4 tonnes et demie on va le guider pour l'assembler à l'électronique et au bouclier solaire. Alors, c'est une opération en fait extrêmement fine qui est guidée par ordinateur avec contrôle visuel et puis on s'assure évidemment à chaque étape que tout se passe bien. Vous voyez une vue un petit peu rapprochée où on va guider le câblage de l'électronique des instruments vers les boîtiers d'alimentation qui sont alimentés par les panneaux solaires. Vous voyez que c'est extrêmement fin la manière dont on guide cette structure. Et là, vous voyez les ingénieurs qui vérifient l'alignement de l'ensemble et puis qui vont connecter les câbles au boîtier électronique d'alimentation. Là, vous voyez une vue spectaculaire encore du télescope où ce bouclier solaire est replié, mais cette fois, le miroir primaire est déplié. Donc ça, c'était en juillet 2020. Pardon, c'est pas à NASA Goddard, je me suis trompé, c'est toujours à Los Angeles. Excusez-moi. Alors ça, c'est ce qui vient d'être fait. Donc là où on en est actuellement, on vient en fait de faire, vous voyez que s'il y a quelques jours, le 5 octobre de cette année, on vient de terminer les tests de vibration de l'ensemble du télescope. Donc comme je vous ai dit, cet été, c'était la première fois que l'on a assemblé tout le télescope. Et bien maintenant, c'est la première fois que l'on vient de vibrer tout le télescope. Alors je vais vous montrer une vidéo de ces tests de vibration. Là, vous voyez l'ensemble du télescope qui est replié sur lui-même. C'est tel qu'il va être dans la coiffe de la fusée Ariane. Le télescope va être ensuite mis dans une tente, une espèce de tente qui va le protéger de la contamination. Évidemment, tout ça, c'est fait dans des salles propres. Vous voyez que tous les ingénieurs et techniciens sont en fait habillés. C'est une salle dont on contrôle en fait la quantité de poussière à l'intérieur. Cette tente va être emmenée dans un autre bâtiment où sont effectués les tests. Donc il y a plusieurs bâtiments. Un bâtiment où le télescope est assemblé et testé, et puis un autre bâtiment où les tests de vibration. Alors là, vous voyez, j'espère que vous voyez bien la structure qui a vibré, et là, vous voyez une vue accélérée de l'ensemble du télescope qui a été déplié. Là, vous voyez que le miroir primaire est replié et l'ensemble des membranes de protection du rayonnement solaire sont dépliées. Alors voilà la manière dont va être replié le télescope dans la coiffe de la fusée Ariane. Sa trajectoire et son orbite est tout à fait particulière. Contrairement à Hubble qui était juste au-dessus de nos têtes, hein, à quelques centaines de kilomètres, à 400 kilomètres au-dessus de nos têtes, eh bien le télescope James Webb va lui être à 1,5 million de kilomètres de la Terre, à un point qu'on appelle le point de Lagrange numéro 2. Donc c'est le point L2 qui est représenté à droite de ce schéma. Alors évidemment, tout ça n'est pas à l'échelle. La distance Terre-Soleil, hein, c'est à peu près 150 millions de kilomètres. Donc le télescope, je vous ai dit, est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et vous voyez qu'en fait, alors ce point de Lagrange est particulier, c'est un point d'équilibre gravitationnel
dans le système solaire. L'avantage, c'est que si on met un objet là, il y reste en tout cas, ou il va orbiter autour de ce point, pour être plus exact. C'est le cas de James Webb. Vous voyez en fait, ce qui est à peu près à l'échelle, c'est la taille de l'orbite du télescope. Le télescope va orbiter autour de ce point sur une orbite qui a à peu près la taille de l'orbite de la Lune, donc à peu près 300 000 km de circonférence. Donc c'est une orbite qui est gigantesque. Alors là, vous voyez une animation de cette orbite. Vous voyez la Terre en bleu qui orbite autour du Soleil au centre. Et en jaune, vous voyez la trajectoire du télescope autour de ce point de Lagrange numéro 2. Donc le télescope, ce parasol, fait toujours face au Soleil pour bloquer le rayonnement solaire. Et ce télescope tourne autour de ce point, tout en tournant évidemment autour du Soleil, comme le fait la Terre. Donc c'est une trajectoire tout à fait particulière. Il y a d'autres télescopes qui sont autour de ce point, comme le télescope Planck, dont vous avez entendu parler, qui a observé les premières lumières de l'univers, et puis également le télescope, un prédécesseur en fait de James Webb, le télescope Herschel, qui est aussi en ce point. Alors là, vous voyez une vidéo du déploiement, une des vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube, je ne vous en montre pas 150, c'est une vue d'artiste du déploiement du télescope qui va, au cours de son voyage, déployer ses structures. Et là, vous voyez la trajectoire de la lumière qui va se réfléchir sur le miroir primaire, puis secondaire, et rentrer au centre, comme je vous le disais, pour aller vers les instruments. Alors ces instruments, justement, alors si le miroir est l'œil du télescope, les instruments sont vraiment le cerveau, c'est ce qui va analyser la lumière. Alors au centre, vous voyez un schéma, une représentation du télescope à l'arrière. Ce qu'on appelle l'ISIM, c'est ce qui va abriter l'ensemble de ces instruments. Et ces instruments sont au nombre de 4 que vous voyez à chaque coin de ce schéma. En haut à droite, vous voyez NIRCam, c'est une caméra qui va travailler dans le proche infrarouge de 0,6 à 5 microns. Alors pour vous rappeler, un autre domaine de visibilité de l'œil, c'est de 0,4 microns, 400 nanomètres dans le violet jusqu'à 800 nanomètres. Donc 0,6 microns, c'est à peu près dans le jaune, et 5 microns, c'est complètement invisible à nos yeux. En haut à gauche, vous voyez l'instrument qui est fabriqué par l'Agence spatiale canadienne, qui permet de pointer le télescope de manière très précise. Donc c'est ce qu'on appelle un Fine Guidance Sensor, c'est ce qui permet de pointer les étoiles et d'aligner le télescope sur la source choisie. À gauche, en bas à gauche, c'est l'instrument MIRI, qui a été fabriqué en France en partie. Alors l'instrument MIRI, c'est un instrument dont l'optique a été fabriquée au CEA à Saclay, sur lequel j'ai travaillé moi-même, ce qui est une caméra et un spectroscope qui va cette fois travailler à plus grande longueur d'onde, au-delà de 5 microns, de 5 à 28 microns. C'est ce qu'on appelle l'infrarouge moyen, qui va permettre de faire des images et de la spectroscopie. Je vais vous parler un petit peu de la spectroscopie par la suite. Et puis en bas à droite, c'est l'instrument NIRSPEC, qui est fabriqué entièrement par l'Agence spatiale européenne aux Pays-Bas et qui, lui, va permettre de faire de la spectroscopie de 0,6 microns jusqu'à 5 microns. Donc du visible vers l'infrarouge proche. Donc en fait, tous ces instruments vont permettre de faire ce que vous voyez, les belles images, les spectres, pour analyser la lumière, pour analyser les molécules, les éléments chimiques qui composent les galaxies ou les atmosphères d'exoplanètes. Et bien, ce sont ces différents instruments qui vont permettre d'analyser cette lumière. Alors là, vous voyez ces instruments, on ne voit pas grand-chose en fait, puisqu'ils sont recouverts de papier d'alu, si je puis dire, pour les protéger du rayonnement et des particules solaires. Mais vous voyez comment ces instruments sont positionnés dans une cage. Alors à gauche, on ne la voit pas beaucoup, c'est la caméra MIRI. À droite,
le gros bloc recouvert de papier d'alu, c'est NIRSPEC. Et au centre, c'est la caméra NIRCam que l'on voit en doré avec l'instrument canadien un petit peu derrière. Alors là, c'est une vue qui est plus à l'avantage de l'instrument MIRI que l'on voit sur le côté gauche. Alors, je vous disais que l'optique en fait de MIRI, la caméra a été fabriquée au CEA à Saclay. Le spectrographe, lui, le spectroscope est conçu aux Pays-Bas et ce qui permet de refroidir l'instrument. C'est le seul instrument dont il faut amener la température encore plus basse que celle du télescope. Le télescope est refroidi, je vous l'ai dit, à peu près à 80 Kelvin, eh bien, il faut refroidir la caméra MIRI à 5 Kelvin. Et pour ça, on utilise un super frigo, en fait, fabriqué cette fois au JPL aux États-Unis. C'est eux qui fournissent le frigo qui permet de refroidir cet instrument à des températures extrêmement basses, autour de moins de 150 degrés cette fois. Pourquoi? Parce que MIRI est sensible dans l'infrarouge moyen et c'est un rayonnement qui est extrêmement sensible aux émissions thermiques. Donc le propre rayonnement de chaleur de l'instrument eh bien, contaminerait nos images, donc il faut refroidir cet instrument. Alors ça, c'est une vue cette fois de cette caméra MIRI pendant une phase d'assemblage au CEA. En fait, c'est un modèle de test que l'on a testé pour s'assurer que que tout fonctionnait bien et que tout s'assemblait correctement. Vous voyez à peu près la taille, hein, ça fait à peu près 1 mètre cette caméra. Là, vous voyez une vue, cette fois, de l'instrument du spectroscope NIRSPEC lors de sa livraison juste avant, en fait, sa livraison à la NASA. Donc, les ingénieurs sont contents d'avoir terminé les phases d'assemblage et de test. Et cette fois, je vais vous parler un tout petit mot, je ne vais pas en parler beaucoup, mais là, je vous ai montré des belles images de tout ce qui est visible, en fait, de la partie émergée de l'iceberg, si je puis dire. Mais il y a une partie complètement immergée et qui représente un travail immense. C'est ce que j'ai appelé précédemment le segment sol et les activités de test et de mise en service. Alors là, évidemment, vous n'êtes pas censé lire tout ce diagramme extrêmement compliqué, mais ce diagramme représente l'ensemble des tests individuels qu'il faut faire après le lancement lors de la mise en route de l'instrument MIRI. Donc ça ne concerne que l'instrument MIRI et c'est l'ensemble des différentes étapes de code informatique qu'il faut lancer, de commandes électroniques de mise en route de l'instrument. Vous voyez que c'est un flot de données et un ensemble qui représente plusieurs centaines de milliers de lignes de code informatique à mettre ensemble et à faire communiquer pour vérifier que l'instrument marche bien, qu'il acquiert bien les images et que l'on va vérifier et analyser pendant cette phase de mise en service, qu'on appelle commissioning en anglais. Donc en fait, après le lancement, il y a à peu près 6 mois de commissioning, le temps que met le télescope pour arriver au point de Lagrange numéro 2, c'est à peu près 1 mois, donc il met à peu près 1 mois pour faire les 1,5 million de kilomètres pour atteindre son orbite. Eh bien, pendant ce voyage, on va commencer le déploiement et la mise en service de certains instruments. Et cette phase de test où on vérifie en fait que l'observatoire et les instruments ont bien la capacité de faire les observations et ont bien la qualité scientifique que l'on veut atteindre pour faire ce que l'on veut, eh bien, cette phase dure à peu près 6 mois. Alors, il y a à peu près 3 semaines après le lancement, c'est toutes les phases de déploiement dont je vous ai parlé avant. Et puis ensuite, eh bien, il y a cette phase de mise en route de l'électronique, de test des instruments. L'alignement des miroirs prend beaucoup de temps. C'est quelque chose qui va être fait à peu près 1 mois. Donc, à l'arrivée au point de Lagrange numéro 2, on va commencer à aligner les miroirs pour avoir la qualité image prévue. Et ça va durer, en fait, plusieurs mois de tests pour aligner ces miroirs. Et enfin, l'observatoire devrait être prêt pour la science à peu près 6 mois après le lancement.
il y a une erreur de date évidemment, ce sera à 6 mois après fin 2021, donc disons à l'été 2022, si tout va bien, on devrait être capable de faire de prendre des images de science. Alors là, je voudrais vous montrer juste un exemple un petit peu plus technique, scientifique, mais de ce qu'on va faire pour vérifier la qualité image de l'instrument MIRI. C'est une activité sur laquelle j'ai moi-même travaillé, donc je vais vous prendre un exemple, vous parler de ce que je connais pour vérifier ce qu'on appelle la fonction d'étalement de points. Alors là, ça va être un tout petit peu plus technique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on prend une image d'étoile, par exemple d'objets ponctuels, on n'a pas un point sur la caméra ou le détecteur que l'on utilise. À cause de l'optique, de la diffraction notamment, et puis les effets du détecteur, de la caméra que l'on utilise, la taille des pixels, etc., eh bien, on va se retrouver à quelque chose qui ressemble à ce que vous voyez en bas à droite, une espèce de tache un petit peu compliquée, avec des formes un petit peu bizarres sur les côtés. Donc, on a une tâche centrale et puis des formes qui sont extrêmement complexes. Eh bien, ce que l'on veut s'assurer, c'est ce qu'on appelle la fonction d'étalement de points, ou PSF en anglais, qui représente en fait l'image d'une étoile telle qu'elle est sur votre détecteur. Donc c'est quelque chose que vous voyez, qui est pas extrêmement joli, c'est pas parfait. Eh bien, il faut comprendre ça pour comprendre la qualité de l'image. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer un champ d'étoiles, un amas en fait, ce qu'on appelle un amas ouvert d'étoiles. En haut à gauche, vous voyez plusieurs étoiles. Le carré bleu, c'est un des champs d'observation de MIRI, donc c'est l'air sur le ciel, la surface sur le ciel qui va être couverte par l'instrument MIRI, donc vous voyez qu'il y a quelques étoiles dedans. Eh bien, on va vérifier que cette fonction d'étalement de points, que cette, entre guillemets, tâche de diffraction va correspondre à ce que l'on attend des modèles optiques du télescope. Et pour cela, on va utiliser une technique de super résolution. En fait, on va prendre plusieurs images, 16 images très exactement, on va les combiner et avec des algorithmes sur ordinateur, on va pouvoir faire une image extrêmement fine qu'on appelle une image sur-résolue pour vérifier la qualité image de cette caméra MIRI. Donc, pour faire tout cela, il faut évidemment en amont faire des tests optiques en laboratoire pour vérifier ce à quoi on s'attend. Et donc tout ça pour vous expliquer que pourquoi ça prend des dizaines d'années pour tester ce télescope? Eh bien parce qu'en amont, il faut designer des expériences en laboratoire pour simuler ce que l'on va voir dans l'espace. Et là, vous voyez une image en haut à droite d'un banc de test qui a été fabriqué au CEA à Saclay, qui simule ce télescope. Donc ce simulateur du télescope, il est à température ambiante, hein, vous voyez que là, il y a quelqu'un qui est en train d'aligner les miroirs, eh bien, c'est à température ambiante. Et à gauche, vous voyez un cryostat, une espèce de grande cuve métallique dans laquelle est le détecteur qui, lui, doit être refroidi, comme je vous l'ai expliqué. Alors en bas à gauche, c'est quelque chose de technique, c'est le chemin optique montrant les différents miroirs à l'intérieur de cette caméra. Je ne vais pas détailler tout ça, mais c'est pour vous montrer que c'est en fait un système extrêmement complexe qu'il faut tester. Et là, je voudrais vous montrer quand même les vraies données que l'on prend en laboratoire au sol, qui sont les panneaux du haut, les deux images en haut à gauche et à droite. À gauche, c'est ce que l'on a mesuré en laboratoire en simulant une fausse étoile. Et vous voyez qu'en fait, c'est quelque chose de très pixelisé. Hein. Vous avez l'habitude d'images pixelisées peut-être sur votre téléphone quand vous zoomez sur une image. Vous voyez que on ne voit pas beaucoup de détails. Et c'est pour cela qu'il faut utiliser cette technique de super résolution pour vérifier finement et pouvoir aller au-delà de la résolution, de la finesse du télescope. Et en haut à droite, c'est ce que l'on reconstruit sur ordinateur après avoir combiné ces différentes images, cette technique de surrésolution. Donc en haut, le panneau du haut, ce sont les tests en laboratoire qui ont été faits il y a à peu près 10 ans. Moi, j'ai travaillé là-dessus pendant ma thèse. Et en bas, ce sont les simulations sur ordinateur du télescope optique.
Donc, on utilise un logiciel où on propage des photons et où on modélise l'optique de cette caméra et du télescope. Et vous voyez qu'en fait, quand vous comparez les images en haut et en bas, eh bien, il y a un très bon accord entre ce qui est simulé à haute résolution et à basse résolution d'un côté. Donc, c'est grâce à ça que l'on va pouvoir tester ensuite est-ce que ce que l'on voit dans les vraies données réelles dans l'espace correspond bien à ce qu'on veut. Alors ensuite, je vais vous parler un tout petit peu de ce que l'on attend de découvrir avec ce télescope. D'abord, pour résumer, ce télescope James Webb va ouvrir ce que l'on appelle en physique un espace de découverte. Alors c'est un petit peu pompeux, mais c'est quelque chose qui va permettre, c'est un graphique qui va permettre de quantifier quel genre de découverte et quelle porte, entre guillemets, scientifique, cet observatoire va nous ouvrir. Et on peut résumer ça de deux manières. Sur l'ordonnée de ce graphe, donc la flèche qui monte vers le haut, c'est l'aire collectrice du miroir. Et là, je compare cette aire collectrice à 3 télescopes qui sont Spitzer, un tout petit télescope infrarouge. Vous voyez que donc, la flèche qui représente l'axe des abscisses, donc qui se dirige vers la droite, et la longueur d'onde. Donc plus vous allez vers la droite, plus vous allez à grande longueur d'onde vers l'infrarouge, de l'optique vers l'infrarouge, hein, c'est représenté par le panneau, le spectre de la lumière en haut. Vous voyez que le télescope spatial Hubble travaille essentiellement dans l'optique du violet au rouge, un tout petit peu dans l'infrarouge, jusqu'à 1,3 micron à peu près. Eh bien, vous voyez que le James Webb a une aire collectrice, comme je l'ai dit, beaucoup plus grande et va en fait faire la jonction en longueur d'onde entre le télescope spatial Hubble et ce télescope Spitzer. Et entre Spitzer à 10 microns, par exemple, à une même longueur d'onde, entre Spitzer et James Webb, il y a un facteur 100 à peu près en détail, en finesse d'image que l'on va pouvoir voir, et en sensibilité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir des sources 100 fois plus faibles avec James Webb que l'on a pu faire avec Spitzer à longueur d'onde équivalente. Donc c'est ce qui va permettre d'ouvrir cet espace de découverte dont je vous parlais avant et ce qui va être spectaculaire. Alors là, vous voyez un graphe un petit peu technique, ça c'est pour ceux qui sont un petit peu plus avancés dans l'auditoire, c'est ce qui représente la sensibilité. Pourquoi j'ai intitulé cette présentation un hypersensible? C'est pour vous dire comparer le gain en sensibilité que l'on va obtenir avec James Webb par rapport à d'autres instruments. Donc c'est ce qui représente la limite de flux astrophysique que l'on peut voir en fonction de la longueur d'onde pour un certain temps de pause. Et ce temps de pause, c'est 10 000 secondes. Donc, c'est le flux pour 10 000 secondes comparé à d'autres instruments. Et vous voyez immédiatement, alors les courbes rouges sont les courbes du télescope spatial James Webb. Les autres courbes, en bleu, en vert, en noir, en rose, sont les autres télescopes qui travaillent en ce moment ou qui ont travaillé dans le même domaine de longueur d'onde. Donc, vous voyez les télescopes au ciel Keck, dont vous avez sûrement entendu parler, ou Gemini, le Very Large Telescope au Chili, le VLT, le télescope SOFIA, qui est un télescope infrarouge à bord d'un Boeing 747, et le télescope Spitzer, le petit télescope Spitzer de 80 cm de diamètre, dont je vous parlais avant, qui travaillait dans l'infrarouge moyen. Eh bien, vous voyez, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est l'écart entre ces courbes. Ces courbes sont en échelle logarithmique, donc ça comprime cette échelle, mais vous voyez, en fait, qu'il y a un facteur 100. Il y a un facteur 100 entre la sensibilité de ce qu'on faisait ou de ce qu'on fait en ce moment et de ce que l'on va faire avec James Webb. Donc, c'est ça qui va nous permettre d'aller voir très loin ou d'aller faire des mesures de détails, par exemple, dans le milieu interstellaire de notre galaxie ou pour voir des galaxies lointaines ou pour caractériser les atmosphères d'exoplanètes. Alors là, c'est un graphe aussi un tout petit peu technique, mais c'est ce qui représente
le temps que l'on gagne pour arriver à la même image, si vous voulez, ou à la même capacité d'observation spectroscopique, le temps que l'on gagne entre James Webb et les autres télescopes. Et ce temps est entre un facteur 100 et 10 000. Donc c'est absolument énorme pour faire une même image, la même image Spitzer, eh bien on va mettre à peu près 100 à 1000 fois moins de temps, à la fois parce que le miroir est beaucoup plus grand, mais aussi parce que les détecteurs et les instruments sont beaucoup plus sensibles. Alors là, je reviens à quelque chose de plus imagé, entre guillemets, pour l'observation, pour cette comparaison de cette sensibilité. Ça, c'est le champ profond Hubble. Beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent cette image. C'est une image qui a révolutionné notre vue de l'univers, puisque c'est grâce à cette image que l'on a pu découvrir des galaxies être extrêmement lointaines, des galaxies qui ont à peu près entre 1 et 2 milliards d'années après le Big Bang. Je vous rappelle que l'univers fait à peu près 13,7 milliards d'années, donc ce sont des galaxies qui se sont formées extrêmement jeunes, et certaines de ces galaxies que vous voyez dans cette toute petite région du ciel, qui est beaucoup plus petite que la Lune sur le ciel, eh bien certaines de ces galaxies sont extrêmement lointaines. Et pour observer ce champ profond, ce qu'on appelle ces champs profonds, ce sont des images qui ont des temps de pause gigantesques. Là, c'est 11 jours pour ce champ profond, ce qu'on appelle le Hubble Deep Field, 11 jours. Eh bien, voilà ce qu'on va pouvoir obtenir. C'est une simulation cette fois que vous voyez. Voilà ce qu'on va pouvoir obtenir avec James Webb en 10 heures. Donc, beaucoup plus de détails, beaucoup plus de galaxies, avec une information sur la morphologie, sur la forme de ces galaxies, sur leur couleur, beaucoup plus précise en beaucoup moins de temps. Ça, c'est une simulation de l'image du champ profond NIRCam en une dizaine d'heures. Bien sûr, on va poser beaucoup plus longtemps pour certains champs profonds James Webb. Là, vous voyez la comparaison en fait entre la finesse des images à longueur d'onde équivalente. Donc ça, c'est une simulation à 3 microns. Vous voyez en bas à gauche une image du télescope Spitzer, que vous voyez aussi le petit miroir de 80 cm de diamètre. Donc vous voyez qu'en 90 000 secondes d'exposition, eh bien, on ne voit pas grand-chose, on voit des blobs, on voit des galaxies qui ont une forme de points ou de taches, effectivement. Donc ça, c'est un champ profond qu'on appelle le champ Goods, un champ célèbre qui a été observé aussi par Hubble. Et à droite, c'est une image simulée James Webb de 1000 secondes, donc où on commence à voir la forme des galaxies. Si vous voyez en bas à droite, eh bien, il y a quelques petites galaxies avec des petites queues, des interactions, des petits amas de galaxies. Eh bien ça, on va pouvoir commencer à résoudre ça avec James Webb. Là, vous voyez ces deux images simulées. Eh bien là, c'est une autre simulation de l'image Hubble, cette fois, à 1 micron, en 30 heures, vous voyez en fait 3 galaxies qui sont en interaction. Eh bien, vous voyez le niveau de détail qu'on va obtenir avec James Webb en 17 minutes. Donc, c'est absolument fantastique et ça va révolutionner notre vue sur la morphologie, sur la couleur et sur la composition chimique des galaxies distantes. Pierre, alors l'intérêt de l'infrarouge, Pierre, je vais revenir un petit peu sur les aspects scientifiques et les intérêts scientifiques d'observer dans l'infrarouge. Je ne sais pas combien de temps il me reste exactement. Je pense à peu près peut-être 5 minutes, je ne sais pas. Donc je vais en quelques minutes résumer pourquoi c'est important de regarder la lumière dans l'infrarouge. Tout simplement parce que l'infrarouge, c'est ce que je vous l'ai déjà expliqué, c'est ce qui trace le rayonnement de la température des objets, du rayonnement thermique, beaucoup plus froid que ce que vous ne pouvez voir avec la lumière visible. Si vous vous mettez dans le noir, évidemment, avec vos yeux, vous ne voyez rien. Et dans l'infrarouge, avec une caméra infrarouge, eh bien, vous voyez la trace du rayonnement thermique qui encode la température des objets. Et là, vous voyez que le chat a les yeux à peu près à 35-37 degrés, que la surface
surface de la peau est à peu près à une trentaine de degrés, le nez un petit peu plus froid. Vous voyez aussi qu'on voit le corps, le buste, la chaleur du buste à travers la chemise de ce monsieur. Donc, on peut voir à travers l'opaque, le rayonnement infrarouge peut traverser des surfaces. Si par exemple on couvre la tête de ce monsieur d'un sac, on verrait sa tête. Donc ces rayonnements sont infrarouges à l'œil, elles caractérisent la température de ce corps émetteur et elles peuvent traverser les surfaces opaques. Et bien là, je vais vous montrer ce que ça montre. Ce que ça montre en astrophysique, ce rayonnement infrarouge, en comparant des images optiques vues par Hubble et des images infrarouges vues par le même télescope Hubble. Et vous allez voir, là, on va passer progressivement, si l'animation veut bien se lancer. Un petit souci pour lancer l'animation. Je ne sais pas pourquoi ça ne se passe pas. Je vais passer dans cette vue-là. Excusez-moi, je reviens. Voilà, vous voyez la différence cette fois où on voit à travers ces nuages le rayonnement des étoiles. Donc, ce sont des animations que vous pouvez voir sur le site du télescope spatial Hubble. Vous voyez que une partie de ces nuages devient transparent dans l'infrarouge. Les régions plus denses restent opaques à ces longueurs d'onde. Elles seraient transparentes à longueur d'onde beaucoup plus grande. Et vous voyez en fait qu'on a une vision complètement différente de ces nuages, ces fameux piliers de la création. Beaucoup d'entre vous ont déjà vu ces images spectaculaires. Et là, vous allez voir une animation de ce que l'on peut voir entre l'infrarouge présent en ce moment et l'optique. L'image va revenir à l'image optique où le nuage est complètement opaque. Alors ces nuages de gaz et de poussière sont extrêmement importants à étudier parce que ce sont les sites de formation d'étoiles. Au bout de ces doigts ou de ces piliers se forment de nouvelles générations d'étoiles. L'autre intérêt de voir dans l'infrarouge, évidemment, c'est de voir les galaxies plus lointaines. Et c'est un des objectifs principaux du télescope spatial Hubble, c'est de voir le plus loin possible, de remonter dans le passé jusqu'à un des objectifs principaux, c'est de voir ce qu'on appelle la première lumière. Quels sont les premiers objets? Est-ce que l'on va pouvoir voir les premières étoiles ou les premières galaxies qui se sont formées dans l'univers? Et ça, c'est une image qui montre, une vue d'artiste, qui montre jusqu'où on pense remonter dans le passé. Donc, en bas à droite, horizontalement, c'est l'échelle de temps quand vous remontez du présent vers la gauche jusque dans le passé. Donc, vous voyez une échelle en redshift, pour ceux qui connaissent, en décalage vers le rouge, mais en temps après le Big Bang. Eh bien, vous voyez que le télescope spatial Hubble va pouvoir remonter jusqu'à peu près 200 millions d'années après le Big Bang, donc un univers tel qu'il était bébé, entre guillemets, moins de 10% de son âge, pour aller traquer peut-être la formation des premières étoiles ou la formation des premières galaxies. Et cette phase de formation des galaxies, c'est quelque chose qui est peu connu en termes d'observation. Bien sûr, c'est pour cela que l'on construit le télescope. Alors, je vais passer sur quelques transparents un tout petit peu techniques. Je vais vous montrer quelles sont les premières observations qui vont être faites avec le télescope James Webb, et je vais terminer là-dessus. Peut-être que le modérateur peut me dire combien de temps il me reste pour savoir. 0. 0, d'accord. Oui. Donc, merci Elisabeth, désolé, j'ai perdu malheureusement, je n'ai plus l'horloge puisque je partage mon écran, je n'ai plus l'horloge sur mon écran. Donc, comme je suis très bavard, je m'excuse à l'avance. Je vais juste vous montrer, est-ce que je peux continuer 5 minutes ou pas? 2 minutes. 2 minutes, très bien, super. Je vais vous montrer en fait, donc ça, ce graphe, ça vous représente quelles sont les premières observations qui vont être faites avec ce télescope. Ces observations en fait font partie de ce qu'on appelle un programme temps garanti. C'est du temps d'observation qui est
comme son nom l'indique, garantie aux équipes qui ont conçu, développé les instruments et le télescope. Et puisque l'Agence spatiale européenne et l'Europe et le consortium de laboratoires européens participent au développement d'instruments et au lancement du James Webb, eh bien, cette participation assure en fait à l'Europe 15% du temps total d'observation. Donc, nous, en tant qu'Européens, nous avons garanti 15%, probablement plus pour le temps, ce qu'on appelle ouvert, qui est ouvert à l'ensemble de la communauté. Mais au début, les programmes temps garantis et les premiers programmes d'observation scientifique, qu'on appelle l'ERS, l'Early Release Science, c'est une autre classe de programmes. Ces programmes représentent à peu près 50% du premier cycle d'observation du télescope, ce qui est à peu près un an. Donc vous voyez qu'en fait, ces observations sont réparties dans plusieurs classes. Les premières galaxies, donc c'est un histogramme du temps d'observation en fonction de la classe d'objets astrophysiques. Et vous voyez que les premières galaxies, l'observation de cette phase de formation de galaxies représente plus de 1000 heures d'observation. C'est clairement l'objectif affiché, c'est d'aller traquer cette première lumière dans l'univers. Les exoplanètes sont aussi quelque chose d'extrêmement important puisqu'on va pouvoir faire de la spectroscopie pour caractériser la composition chimique de l'atmosphère de ces exoplanètes, dont ça représente à peu près 1000 heures d'observation. Et le reste est réparti entre le système solaire, les galaxies proches, les étoiles, le milieu interstellaire et les nuages qui forment les étoiles. Donc là, je vous ai listé quelques superstars que certains d'entre vous, que certains astronomes amateurs connaissent, ces champs profonds qui vont être observés, donc les champs Goods, ARC 220, NGC 1068, etc., les galaxies naines qui orbitent autour de la galaxie d'Andromède, toutes ces galaxies superstars, la supernova 1987, la barre d'Orion, certaines exoplanètes dont vous avez sûrement entendu, les systèmes trappistes, etc., et des cibles du système solaire vont être observées par ce télescope. Au début, ce sont ces superstars astrophysiques qui vont être observées. Et je vais terminer juste là-dessus, je termine la minute qui me reste, pour vous montrer ce que va faire James Webb sur le cœur des galaxies en fusion. Je n'ai pas eu le temps de vous parler du reste, évidemment, parce que je me suis focalisé sur les tests de ce télescope, mais un des thèmes scientifiques qui m'est à cœur, c'est le cœur des galaxies. La plupart des galaxies abritent des trous noirs supermassifs. Eh bien, ça, c'est une image de galaxies en fusion qui abritent probablement un ou deux trous noirs supermassifs. C'est NGC 3256. C'est en fait une galaxie qui est extrêmement perturbée parce que c'est le résultat d'une fusion entre deux galaxies. Eh bien, ça, c'est la vue du télescope spatial Hubble. Et ça, c'est ce qu'on a vu avec Spitzer dans l'infrarouge. Donc, vous voyez qu'on a vu deux blobs au centre, indiqués nord et sud, probablement deux trous noirs qui émettent dans l'infrarouge. Eh bien, avec James Webb, on aura la même qualité image que Hubble à cette longueur d'onde infrarouge. Donc, on va pouvoir voir le voisinage de ces trous noirs supermassifs au centre et étudier l'impact de ces trous noirs supermassifs lors de ces phases de fusion, notamment de galaxies. Donc ça va révolutionner notre vision de l'évolution des galaxies. Et je vais terminer là parce que je suis en retard. Merci beaucoup. Et je m'excuse auprès d'Elisabeth. Merci beaucoup, Pierre. C'était très intéressant, mais c'est vrai qu'on est un peu pris par le temps parce que Michel a fait des réservations de temps télescope. Et voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est un peu pris. Mais alors, je vais laisser la parole à Karim qui a quand même quelques questions. Et si tu peux répondre rapidement aux questions. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Pierre, tu peux peut-être arrêter de partager ton écran. Enfin, je ne sais pas si tu vas répondre avec des... ça, on te verra bien. Te voilà. Tu es deux fois même. Attends, on va essayer d'arranger ça. Je perds du temps. Voilà, te voilà. On te voit en grand, c'est fantastique.
Donc merci beaucoup Pierre, tu as répondu quasiment à toutes les questions des internautes. Il y en a une tout de même, c'est alors on a vu plein de dates, hein. On a vu que le télescope était prêt à fonctionner à l'automne 2019. Je pense que le transparent est un petit peu vieux. Donc la question qui se pose, bien sûr, c'est alors le lancement, c'est pour quand et quand est-ce qu'on va pouvoir voir les premières données de JWST? Alors, le lancement à l'heure d'aujourd'hui, hein, comme je vous l'ai dit, c'est octobre. La date officielle, c'est octobre 2021. Donc ça, c'est la date qui a été annoncée cet été par la NASA. En fait, cet été a été émis un rapport par la NASA qui a été fait pour évaluer les retards qui ont été nombreux pour James Webb. Alors, il faut rappeler qu'au niveau de ces retards, hein, toutes les missions spatiales, dont Hubble, ont subi des retards, qui sont à peu près du même ordre de grandeur. Donc, James Webb ne fait pas exception à la cascade de retards qui sont intervenus pour James Webb. Et il faut savoir que pour cette date de lancement, c'est octobre 2021, que la marge du calendrier est faible. La marge du calendrier n'est que de 3 mois. Ça veut dire que s'il y a un test qui se passe mal, notamment un test de redéploiement du télescope, eh bien, cette date de lancement sera vraisemblablement repoussée. Mais aujourd'hui, tel que je vous l'ai montré, il n'y a pas de nouvelles étapes critiques après, à part la préparation dans le caisson pour le voyage en bateau. À part ça, il n'y a pas d'étape que l'on n'a pas déjà faite. Donc, en ce moment, nous sommes en train de faire des répétitions du lancement et des répétitions d'allumage des instruments, de la mise en route électronique des instruments. Si tout se passe bien, normalement, je pense que cette date devrait tenir. Mais on croise les doigts. Et les premières données, donc comme je vous l'ai dit, en fait, 1 mois après le lancement, on va commencer l'alignement des miroirs pour avoir la qualité image parfaite dont je vous ai parlé, avec tous les problèmes et les difficultés que ça engendre. Donc on va commencer en fait à acquérir les données très rapidement, hein, 1 mois après le lancement. Ce sont ces données de commissioning, de mise en service dont je vous ai parlé. Mais les premières données vraiment scientifiques, une fois que l'on aura établi que l'observatoire est capable de prendre des données de qualité scientifique, eh bien, ce sera 6 mois après le lancement. Donc, si tout va bien, à l'été 2022, on devrait pouvoir montrer des premières images scientifiques de James Webb. Merci Pierre. Alors, nos internautes d'abord nous demandent de te remercier très chaudement, se plaignent qu'on t'a pas laissé assez de temps, tu vois. Effectivement, il aurait fallu plus, Pierre, on y pensera la prochaine fois. J'ai encore une question dans la suite de celle à laquelle tu viens de répondre, c'est mais avec tous ces retards, les instruments, ils sont pas tout vieux, est-ce qu'on les a refaits, est-ce qu'on les a remis à niveau, comment ça s'est passé? Vous avez tout à fait raison. En fait, ces instruments, je ne sais pas si vous avez vu la date de certains de mes transparents que je vous ai montrés, de l'instrument notamment MIRI sur lequel j'ai travaillé. Moi, j'ai commencé à travailler sur cet instrument en 2007 pendant ma thèse, donc ça fait 13 ans. Cet instrument, il est prêt depuis 2009 à fonctionner. Il est dans sa boîte enfermé depuis 2009 et il est resté dans sa boîte enfermé pendant 11 ans comme ça. Alors on l'a testé, bien sûr, on l'a allumé plusieurs fois, on a testé son électronique, on a testé sa qualité image, donc on vérifie qu'il est toujours vivant. Mais ça fait 10 ans qu'en fait cet instrument, il est obsolète en fait maintenant. Il est effectivement obsolète. On fait maintenant beaucoup mieux au niveau des détecteurs que l'on ne faisait il y a 10 ou 15 ans. Donc, et c'est assez frustrant en fait, puisque c'est le télescope et les tests de l'ensemble du télescope qui ont pris beaucoup de retard, notamment. Il y a eu d'autres causes de retard, hein, mais effectivement, ces instruments sont vieux, ils vieillissent. C'est-à-dire que ces détecteurs, alors les détecteurs infrarouges ne vieillissent pas beaucoup, mais par exemple, ça aurait été des détecteurs ultraviolets, eh bien le rayonnement solaire que l'on reçoit à bord, sur Terre, eh bien perturbe et fait vieillir ces instruments. Donc, on croise les doigts. Normalement, la qualité devrait être toujours là. Tout ça, ça a été modélisé, mais effectivement, ce sont des instruments qui ont maintenant 10 ans. Alors j'ai une dernière double question. Parce qu'on n'a pas redémonté les instruments et ça aurait eu des conséquences de redesign, etc. Il aurait fallu repartir à zéro, donc on ne les a pas refaits.
Alors j'ai une dernière double petite question, un peu sur le ton humoristique, mais finalement c'est une question intéressante. Mais alors ce gros machin là, est-ce que c'est pas pour nous espionner? Donc est-ce qu'on peut nous espionner avec JWST? Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est pas plutôt pour espionner E.T.? Et tu as répondu en partie à cette question avec le programme, et ça sera la dernière question. Alors, c'est vrai que c'est une question... alors non, ce n'est pas pour nous espionner, nous espionner. Vous avez vu, pour répondre un peu scientifiquement à la question, vous avez vu que sur les animations de la trajectoire du télescope, eh bien, le télescope, entre guillemets, montre ses fesses toujours au Soleil. On ne peut pas le retourner dans la direction du Soleil et de la Terre. On ne peut pas observer la Terre avec ce télescope, tout simplement parce qu'on serait complètement ébloui par le rayonnement thermique du Soleil et des instruments et du télescope. Donc on verrait une image complètement uniforme, complètement saturée si on essayait d'observer la Terre avec ce satellite. D'accord ? C'est un satellite qui est fait pour être froid et observer dans la direction inverse au Soleil. Donc ça, c'est pour répondre scientifiquement. On ne pourrait même pas, si on voulait observer la Terre, on ne pourrait même pas le faire. Par contre, on pourrait très bien voir des détails sur la Terre, puisque la résolution, la qualité image de ce télescope, je ne l'ai pas dit, ça équivaut à voir les détails sur un ballon de football mis à Marseille depuis Paris. Ça veut dire qu'avec ce télescope, vous seriez capable de lire les inscriptions sur un ballon de foot placé à Marseille depuis Paris. Donc c'est une résolution absolument gigantesque. Donc on pourrait très bien voir des détails si tant est que l'on puisse pointer la Terre, ce qui n'est pas le cas. Donc merci. Non, ce n'est pas pour trouver des extraterrestres, mais en fait, la question là, elle est assez scientifique, en fait, puisque on va quand même chercher dans les atmosphères d'exoplanètes avec ce télescope. Je vais repartager mon écran parce que je n'ai pas du tout eu le temps de parler. Pierre, on n'a plus le temps parce que... Pierre, tu m'entends ? Oui. Ok. On n'a plus le temps parce qu'on a réservé. Merci infiniment, Pierre. Merci infiniment pour ce passionnant exposé. Pour les internautes qui se sont sentis un peu frustrés, Pierre certainement pourra refaire une conférence du soir à l'Institut d'astrophysique très prochainement. Donc, vous pourrez le revoir et lui reposer toutes vos questions très bientôt, en tout début d'année 2021. Voilà. Merci beaucoup. Pourra me réserver le créneau de 19h jusqu'à 5h du matin. Exactement. Comme ça, j'aurai assez de temps. Exactement. Merci beaucoup, Pierre. Et bravo pour ta conférence. Merci infiniment.